Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je voudrais, avant d'entrer dans l'essentiel, et dire que c'est notre justice qui est là. C'est pourquoi ce débat est intéressant. Et je me permets de respecter les différentes positions respectives de la défense. La défense est dans son rôle. C'est tout à fait normal. Et j'ai toujours dit, et je ne cessais de le dire, que ce procès, si la Guinée le réussit, rien ne nous empêche d'aller au grand chantier de la réconciliation. Monsieur le Président, je reviens maintenant sur les questions techniques. Un des avocats de la défense a affirmé, je respecte, que si vous requalifiez ces faits, que vos décisions sera une décision arbitraire, mal vue, commentée à la fac, dans les facs. Je pense que une décision de requalification, ce n'est pas la première fois dans cette affaire. Ces décisions-là ne sont pas arbitraires. Donc la décision que vous rendrez ne sera pas du tout arbitraire. C'est pourquoi mes confrères disposent des voies de recours. Bien. Sur la question de l'autorité de la chose jugée, je ne veux pas beaucoup insister. C'est que j'estime que, en tant que professionnels, nous tous ici, y compris le tribunal, que le juge d'instruction et les chambres de contrôle, c'est une autre juridiction, ce sont des juridictions. Comme l'a rappelé monsieur le représentant du parquet, mais la juridiction de jugement devant laquelle nous sommes, elle est distincte du juge d'instruction et des chambres de contrôle. J'affirme, c'est une thèse, je soutiens, que cette juridiction criminelle, elle est plus forte que le juge d'instruction. C'est la juridiction de jugement qui relaxe ou acquitte, ici acquitté. Ce n'est pas le juge d'instruction. La décision définitive en matière pénale n'appartient pas aux juridictions d'instruction. Quand il y a une ordonnance de renvoi, quel que soit le crime ou l'infraction, délit, si vous voulez, la décision, la dernière décision appartient à la juridiction de jugement. Là, j'en ai fini. Le débat le plus intéressant, c'est l'entrée en vigueur des traités. Le débat le plus intéressant, est-ce qu'un traité a besoin d'être inséré dans le droit interne? Je pense que ce n'est pas nécessaire, ce n'est encore moins obligatoire. Je voudrais dire que la question de mise en vigueur des traités
est réglée par le plus important. Le premier instrument juridique international, c'est la Charte des Nations Unies qui a réglé la question. En son article 110.1, pour ceux qui ont Internet, visité. Je n'ai pas l'habitude de lire, mais avec la permission du président, parce qu'ici c'est une tribune, permettez-moi, je vais lire. D'abord, la charte, c'est du 26 juin 1945, qui est entrée en octobre de la même année, signée à San Francisco. L'article 110, vers la fin, la présente charte sera ratifiée par les États signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 110 de la Charte des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies elles-mêmes l'ont fait? C'est que, avant même la charte, au temps de la SDN, Société des Nations, parce que c'est après la Première Guerre mondiale, SDN, après on est Nations Unies. C'est que jamais un instrument juridique international n'a été imposé à un État. C'est un contrat, c'est un accord, c'est si vous voulez. C'est pour dire quoi? La charte a donné la latitude aux États de se référer à leurs constitutions respectives. C'est pourquoi nous, on a visé dans nos conclusions l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990. Nous avons été reprochés par un confrère dont je tais le nom, dont j'admire, je respecte, et réciproquement. Il nous a reproché, ils ont visé une constitution abrogée. Oui. Pourquoi on l'a visé? Parce que là, c'est le droit pur. Il faut l'expliquer. Nous l'avons visé parce qu'elle était en vigueur jusqu'en 2010, jusqu'au 7 mai 2010. C'est pourquoi on l'a visé. On nous a reproché qu'on a visé la Constitution de 2010, de 2020. Nous avons dit que même ces constitutions auraient pris la position de la Constitution du 23 décembre 1990. Que ce soit, ça c'est du droit pur. On est entre professionnels. Deuxièmement, on dit qu'on a visé le traité et le code pénal. Mais il faut faire attention. Bien lire. Nous avons dit les dispositions du traité où on n'a pas dit et où, on n'a pas dit et. On a dit où. On veut dire tout simplement c'est le correspondant, c'est le répondant dans le droit national. Rappelez-nous, c'est la coordination et qui a déclenché la guerre en Côte d'Ivoire. Quand on a dit qu'un citoyen ivoirien, pour qu'il soit candidat, il fallait être de père et de mère ivoirien. C'est qui a entraîné la guerre. Je vous dis à mon confrère, ça c'est du français. Il faut en appréhender, il faut saisir quand c'est où, quand c'est eux, quand c'est et où. Bien. Monsieur le Président, en matière de traité, donc, chaque traité définit comment il entre en vigueur. Chaque traité.
Lorsque nous prenons la Charte des Nations Unies, en son article 110.3, il a été dit clairement, c'était les 5 puissances, il fallait que les 5 puissances ratifient et que les autres États signataires aussi ratifient. La majorité. Je vais parler ici de la Chine, je vais parler de la France, je vais parler de l'URSS, pour ceux qui connaissent l'histoire. Je vais parler du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. Donc il fallait, pour que la charte entre en vigueur, que ces 5 pays-là, qui sont toujours membres du Conseil de sécurité, ça c'est un secret de Polichinelle, signent et ratifient. Et la majorité des autres États a rappelé que la Guinée est 82e membre et depuis le 12 décembre 1958, nous sommes membres de la plus grande organisation universelle que constituent les Nations Unies. Bien, je disais donc, chaque traité définit le délai à l'expiration duquel le traité entre en vigueur. L'exemple du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur en 1976, le délai était 3 mois. Le pacte international sur les droits civils, économiques, sociaux, culturels, même chose, le délai 3 mois. Il y a tellement de conventions. La convention de Vienne du 24 avril 1963 concernant les relations consulaires et autres, c'est 30 jours, etc., etc. On peut citer beaucoup, des confrères ont cité. Dans le cas du droit humanitaire, il y a la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, qui est entrée en vigueur en 1950. C'était 6 mois, l'article 53 de cette convention, etc., etc. Convention des réfugiés. Je voudrais que un juriste guinéen ou africain ou étranger me dise dans quel texte on a inséré la convention relative aux réfugiés. Dans quel texte guinéen? Pour ceux qui savent, comme le doyen, nous avons reçu les Léonais en Guinée réfugiés, les Libériens lorsqu'ils se coupaient les mains, manches courtes ou manches longues. Nous les avons reçus ici à la Bellevue, on connaît tout. Mais on s'est appuyé pour les recevoir sur ces conventions qui n'ont jamais été insérées. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude d'être long, mais il le faut. Le traité de Luanda, lui-même, en parle en son article 52. Il faut se référer au texte constitutionnel des États en ce qui concerne l'entrée en vigueur des instruments juridiques concernant les actes uniformes de l'OADA. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, il y a un avocat de la défense dont je tais le nom, très compétent, très respectueux, très courtois, très civilisé, très éveillé,
qui nous a parlé du mémorandum du 28 septembre 2022, dans son développement ou sa présentation, j'ai compris que dans ce mémorandum, il fallait que le juge guinéen, la justice nationale guinéenne suive les lois nationales. Non, ce mémorandum, il a omis de lire l'article premier. L'article premier, je vous dis, Monsieur le Président, il est intéressant, ce mémorandum. Bon, je donne son esprit. Ce mémorandum, en son article premier, qui est très récent, il dit que la Cour est complémentaire de ce que vous êtes en train de faire, la justice nationale. On veut dire par là quoi? Tant que le travail là continue bien, tant que vous jugez comme ça, nous vous laissons faire. Et le jour que la Cour ou le procureur surtout se rendra compte que la Guinée n'a pas la capacité ni la volonté, c'est en ce moment que le dossier pourra être jugé au niveau de la CPI. Et l'article premier de ce mémorandum correspond à l'article premier du statut de Rome du 17 juillet 1998 qui prévoit que ce sont les juridictions nationales a priori qui doivent juger les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Les 4 crimes, pour gagner en temps, je n'ai pas besoin de revenir. Et, Monsieur le Président, je vais finir parce que mes confrères ici et le parquet ont dit l'essentiel. Mais il faut corriger certaines choses. Le même confrère nous a montré, exhibé le procès verbal que son âme repose en paix du général Mamadou Toto Camara, disant que pourquoi le ministère public a visé ce PV, il est mort. Mais je crois que des fois on peut oublier, c'est tout à fait normal. Je voudrais dire, rappeler à mon confrère que quand des actes sont pris par une personne, physique ou morale, en bonne et due forme, si la personne décède, ces actes-là doivent d'ailleurs produire des effets après sa mort dans le futur. L'exemple existe en matière civile. C'est le cas du testament rendu en but, pris en bonne et due forme. Il produit ses effets après la mort. Monsieur le Président, il y a aussi, si j'ai bien entendu, des fois on peut se tromper, on veut nous faire comprendre que le traité de Rome ne contient pas de peine. Non. Le traité de Rome, c'est un traité, c'est un instrument juridique international complet. Je prie mes confrères de lire, de visiter l'article 77 de ce traité qui prévoit les peines. C'est un traité complet qui n'a pas besoin d'autres textes d'application, comme le Code du travail qu'on connaît. Et je termine en félicitant mes confrères de la défense. Moi, je les félicite, c'est un beau débat. J'ai écouté. Mais comme il y a eu ce petit réglage-là, je félicite aussi mes confrères ici de la partie civile qui ont soutenu vraiment des choses que je devrais dire
mais ce n'est pas la peine de se répéter, prendre le temps. Si nous réussissons ce procès, c'est la Guinée qui gagne. C'est les Guinéens qui gagnent. Souhaitons quand même qu'on réussisse ce procès. On a besoin de nous réconcilier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, pour la défense du colonel Moussa Tcheboro Camara, elle s'en remet pour l'essentiel à ses écritures qui sont versées au dossier de la procédure et qui ont été préalablement communiquées aux autres parties, en l'occurrence le parquet et les parties civiles. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces conclusions viennent en réplique non seulement aux conclusions en date du 29 mars 2023 de certaines parties civiles, dont M. Mamadou Boboba, et aux réquisitions écrites du ministère public du 1er mars 2024. Et dans nos conclusions, Monsieur le Président, ce qui est important, nous avons in limine litis soulevé l'irrécevabilité de ces réquisitions, l'irrécevabilité des demandes de requalification du parquet et d'une partie des parties civiles. L'irrécevabilité, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, tirée de la chose jugée. Vous avez suivi depuis le matin les différents développements liés à la procédure. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et dans nos conclusions, nous avons également insisté sur les erreurs du parquet. Je n'appellerai pas ça contre-vérité. Ce sont des erreurs. Le parquet saura tirer le moment venu les conséquences de ce qui est écrit dans les réquisitions concernant le colonel Moussa Tcheboro Camara. Des déclarations attribuées au colonel qui n'ont jamais fait l'objet de débat ici et qui ne figurent dans aucun document. Mais moi j'appelle ça erreur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Monsieur le Président, sur la chose jugée, j'étais au cœur des débats concernant la requalification de la Cour d'appel devant la deuxième chambre de contrôle à la Cour suprême, avec Maître Amidou Bari, Maître Joachim Bilimou et d'autres. Si cette question ne s'était pas posée, je crois qu'on ne parlerait pas à ce jour de requalification, Monsieur le Président. Parce que les partis civils, certaines parties civiles, ont toujours demandé la requalification. En faisant appel de l'ordonnance de renvoi, elles ont indiqué qu'elles souhaiteraient que les tribunaux nationaux puissent requalifier les faits en crimes contre l'humanité. La Chambre de contrôle de l'instruction s'y est opposée. Et la Cour suprême a suivi la Chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est ahurissant et étonnant, c'est que c'est le même parquet qui revient pour demander la requalification. Pour ceux qui étaient à l'audience et qui sont dans cette salle, ils savent, ils connaissent pertinemment
les positions ou la position du parquet à l'époque. Le parquet était mordicus opposé à toute réqualification. Les représentants du parquet à l'époque, M. Yaya Kairaba, avocat général à la Cour d'appel, s'était farouchement opposé. À la Cour suprême, la même chose. Ils vous ont lu l'attendu phare qui résulte de l'arrêt de la Cour suprême. Je ne vais pas revenir sur cette lecture. Mais, Monsieur le Président, il en résulte sommairement qu'on ne saurait appliquer aux faits. C'est ça ce qui est dans la décision. Aux faits qui se sont déroulés en 2009, les lois numéro 059 et 60 du 26 octobre 2016 postérieures aux faits. À partir de ce moment, nous avons estimé que cette question-là avait été définitivement réglée par la Cour suprême. Cette décision, qui a les effets d'un arrêt passé en force de chose jugé, comme le réitérait ce matin Maître Almami Samouri Traoré. Mais vous noterez que quelqu'un par ailleurs l'a indiqué ici, cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal. Parce que l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal est très clair. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ces faits-là ont été commis. Ça, c'est dans la décision de la Cour suprême. Donc, je ne vois pas comment on peut remettre en cause, on veut remettre en cause cette décision. Je ne comprends pas. Mais, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, pour le seul bénéfice de la discussion, si par extraordinaire, vous passez outre l'irrécevabilité soulevée, et là peut-être je vais vous surprendre, positivement ou négativement selon les positions des uns et des autres, le principe est très clair. Pour ce débat-là, le principe il est très clair. Parce que la question de la qualification est l'expression de la légalité criminelle. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, c'est la loi qui vous confère ces prérogatives. La question de qualification. Personne ne peut vous dénier ces prérogatives. Mais l'embûche, en l'espèce, la difficulté en l'espèce, c'est qu'il y a déjà un arrêt qui a été rendu sur la question. Sinon, en temps normal, il n'y a aucune difficulté. Si je comprends la démarche du parquet, c'est ce qui d'ailleurs m'intéresse, pourquoi je suis resté jusqu'à maintenant, c'est d'amener le tribunal à statuer maintenant sur la demande de requalification, sur le fondement de l'article 405 du Code de procédure pénale. On vous amène à statuer maintenant, à dire voilà, je requalifie. Mais la question essentielle qui se pose à ce niveau et qui vous interpelle, honorable membre du tribunal, et qui est d'une importance capitale, est celle de savoir si le juge pénal a le pouvoir de requalifier les faits en cours de procès avant la clôture des débats. Cette question doit attirer votre attention. C'est l'essentiel. Parce que vous avez une décision à rendre après. Monsieur le Président, je dis que c'est inopportun. C'est inopportun. C'est de renvoyer purement et simplement le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir.
C'est inopportun pour deux raisons essentielles. Premièrement, par conclusion, comme je l'ai dit tantôt, du 29 mars 2023, de M. Mamadou Boboba et plusieurs autres personnes, il avait été demandé la même chose, la réqualification. Il me semble, peut-être que je me trompe, à l'époque, le tribunal avait dit que c'était inopportun. Des conclusions avaient été reçues ici. Aucune réponse n'avait été apportée à ces conclusions. Et ça, il y a plus d'un an. Donc, le tribunal est saisi d'une ordonnance, c'est très clair. Mais cette demande-là avait été posée. Le tribunal a indiqué qu'on resterait dans le cadre de l'ordonnance de renvoi. Et on est resté dans ce cadre-là jusqu'à maintenant. Le parquet ne peut pas nous amener sur un autre terrain. Ce terrain-là, il est glissant, Monsieur le Président. Deuxièmement, les débats se poursuivent encore. Les débats sont ouverts. On aurait dû peut-être entamer la phase des confrontations, ce qui allait donner quelque chose, on ne sait pas, parce que c'est sur les faits. Le tribunal aurait dû ordonner une mesure, certes le transport judiciaire, toujours pour être convaincu de certains faits. On est encore en cours de débat. Comment vous voulez qu'on procède à une réqualification? Je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas opportun, encore une fois. Parce que si le tribunal prend une décision tout de suite de réqualification, et c'est ce que le parquet veut, voilà, le tribunal se retire et voilà, examine cette question, réqualifie les faits ou ne réqualifie pas ces faits. Ça va poser problème. Parce que si le tribunal se retire pour dire, voilà, nous réqualifions les faits qui étaient considérés comme crimes de droit commun en crimes contre l'humanité, on aurait déjà condamné nos clients avant l'heure. Nos clients auraient connu leur sort avant l'heure. Pourquoi le tribunal n'attendrait pas dans sa décision pour voir la position qu'il faut prendre en fonction des débats qui sont encore ouverts? On aurait jugé nos clients, c'est terminé. Mais pour l'heure, nous contestons. Nous disons qu'ils sont innocents. Le colonel Moussa Tchebolo Kamara est innocent. Aucune preuve n'a été apportée ici. Aucune preuve de sa responsabilité, en tout cas du point de vue pénal. Et qu'on dise tout de suite, voilà, c'est requalifié, mais c'est terminé, le procès est terminé. Je n'ai pas encore plaidé et je ne voudrais pas que le tribunal décide, que le tribunal tranche en répondant tout de suite à cette demande de réqualification comme le voudrait le parquet. En tout état de cause, Monsieur le Président, en ce qui concerne le colonel Moussa Tchebolo Kamara, c'est en toute connaissance de cause que les juges d'instruction l'ont renvoyé devant ce tribunal pour être jugé des faits qualifiés de crimes de droit commun. Il n'a jamais été inculpé pour des faits qualifiés de crimes contre l'humanité. Et il n'a jamais été renvoyé devant ce tribunal pour ces faits. Je ne vois pas comment, à ce stade, on pourrait procéder à une réqualification. Je disais tout à l'heure, subsidiairement, qu'il y a des erreurs dans les réquisitions du ministère public. Le ministère public doit saisir l'occasion pour corriger ces erreurs-là. Il ressort des réquisitions du procureur que le colonel est accusé de meurtre, de complicité, de vol à main armée, de pillage, de complicité d'incendie de magasins, de conteneurs, ainsi de suite.
Je crois que modestie en poche, on doit savoir lire l'ordonnance de renvoi entre les lignes. À partir de la page 40, on indique le renvoi. Mais tout ce qui précède, ce sont les inculpations. Les chefs d'inculpation ne sont pas à confondre avec les chefs d'accusation. Pour ce que je sache, le colonel Moussa Tcheboro Camara n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de vol à main, de complicité de vol à main armée. Non. C'est une erreur. Il n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour des faits qui sont qualifiés de complicité d'incendie de magasins ou de conteneurs. Non. Conformément à l'ordonnance de renvoi. Il ne faut pas qu'on vous induise en erreur. Il ressort des mêmes réquisitions que le colonel est sous mandat de dépôt depuis le 27 septembre 2022. Mais, Monsieur le Président, de quel mandat s'agit-il? De quel mandat s'agit-il? Ce mandat n'est pas au dossier, à moins que ce mandat ne soit fabriqué et inventé. Ce mandat n'est pas au dossier. Le colonel a été embarqué ici devant tout le monde, en vertu d'un simple courrier. On nous a indiqué qu'il s'est constitué prisonnier. Comment aujourd'hui on peut nous parler de mandat qu'on n'a pas reçu? Nous avons protesté jusqu'à la maison centrale. Nous avons demandé aux régisseurs de ne pas les recevoir parce qu'il n'y a aucun acte de détention à leur égard. Mais voilà, aujourd'hui, on veut vous induire en erreur, on parle de mandat de dépôt. Je crois que cette erreur-là aussi doit être rectifiée. En tout état de cause, la preuve d'un mandat n'a pas été rapportée, Monsieur le Président. Nous avons également indiqué, là je ne reviendrai pas là-dessus, dans nos écritures, ça c'est contenu dans nos écritures, qu'il y a beaucoup de contre-vérités, là j'appelle contre-vérités, concernant les déclarations qui sont attribuées à M. Moussa Tcheboro Camara au cours des événements du 28 septembre 2009. Pour terminer, Monsieur le Président, j'attire encore une fois votre attention, comme vous l'avez fait dans votre jugement, avant de dire droit du numéro 18 du 10 octobre 2022, de considérer que cette question de requalification n'est pas opportune. Je vous remercie, Monsieur le Président.